Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode des Lisbon Transition Stories et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Élise Hameau à mes côtés. Juste pour reprendre un petit peu l'histoire de cette série d'interviews, quand je suis arrivée à Lisbonne il y a quelques années, j'ai rencontré plein de gens, des créatifs, des entrepreneurs, des artistes hyper inspirants et qui avaient tous des histoires, je trouvais en tout cas très intéressantes, de transition de vie et qui étaient arrivés à Lisbonne avec un moment charnière en fait de leur vie. Cette série d'interviews, c'est ma façon de leur donner la parole et d'écouter toutes ces histoires qui, je trouve, sont assez fascinantes et souvent qui sont liées à leur arrivée à Lisbonne. Aujourd'hui, Élise est là avec nous. J'ai rencontré Merci. Élise il y a 3 ans déjà, chez Marquise. Oui, c'est Voilà, vrai. tu te rappelles? Oui, oui. Et on s'était rencontrés par une amie en commun, Mhm, Fanny. tout à fait. Donc coucou Fanny, si tu nous écoutes. Et je me souviens tellement t'avoir rencontré et m'être dit après, parce qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens ici, C'est vrai. et je t'avais rencontré, je m'étais dit, tiens, une Parisienne pas comme les autres. Ah ah, mais tu sais pourquoi? Non. J'ai un secret. C'est quoi? C'est qu'on prend pour Parisiens des gens qui sont souvent pas nés à Paris. Voilà. C'est peut-être ça. Mhm. En tout cas, j'avais été trop touchée par ton énergie et je t'avais trouvée hyper bienveillante et hyper sympa. Merci. Que c'est réciproque, la preuve. Regarde, je suis là. Donc non, je suis trop contente qu'on fasse ça. Et juste un petit mot pour te présenter, tu vas te représenter après. Mais donc Élise, elle a commencé sa carrière en tant que journaliste et ensuite elle a créé des robes, Plusieurs. une marque plutôt de robes de mariée qui portait son nom. Donc Élise Hameau, robe de mariée ou juste Élise Élise Hameau, Hameau? ouais. Élise Hameau. Et depuis qu'elle est à Lisbonne, elle a un petit peu changé de voie et de carrière et elle est maintenant conseillère en stratégie pour des marques. Donc je pense qu'elle va nous en parler un petit peu. Elle a aussi co-créé à Lisbonne Woodoo, qui est une communauté de femmes qui fait des événements super. Euh, On on a fait essaye. déjà une quinzaine, je crois. Ouais, pas loin. Pas C'est loin ça. de 15. Ouais, ouais, ça fait plus Et d'un an. toujours hyper qualitatif. Merci. Ouais, On trop essaye. bien, trop super concept. Donc si vous êtes à Lisbonne, Woodoo ça s'appelle. Et voilà, et j'ai suivi aussi l'accompagnement d'Élise, la Love Brand Academy. Tout à fait. Nouveau format. Exactement, tu vas nous en parler peut-être aussi. Avec plaisir. Qui est super, je recommande vivement. Moi, ça m'a beaucoup aidé à restructurer un peu mon offre et ma stratégie et où est-ce que je voulais aller avec mes différentes activités. Donc, je vous le recommande fortement. Et surtout, je trouve qu'Élise a un cœur vraiment immense. Donc, je suis trop contente qu'elle soit là. Je vais faire pleurer. Non, mais vraiment, je suis trop contente. Merci. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. Hors de question de louper ça. Pas du tout. Donc voilà, on démarre. Ouais, merci. Merci de m'avoir invité et de trouver que ce que j'ai à dire pourrait être intéressant pour ta communauté, que je suis ravie, dont je fais partie. Et voilà. Merci. Ouais, je crois. Et on commence, tu nous racontes un peu, tu nous dis toi, qui tu es, ce que tu fais, avec tes propres mots. Donc je suis Élise Hameau, je vais le dire à la caméra, puisque toi tu le sais déjà. Élise Hameau, j'ai bientôt 43 ans dans un mois, oui, 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 oui. Ouh. Je suis maman, j'ai des jumeaux qui vont avoir 9 ans et un petit garçon de 6 ans. Toute cette maternité a façonné beaucoup de choses chez moi et a engendré énormément de changements, on en parlera certainement tout à l'heure. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste de mode et beauté, puis j'ai monté ma marque de robes de mariée. Aujourd'hui, donc, comme tu disais, je fais du conseil pour les marques. Je les aide à établir une stratégie et à devenir des love brands qui sont des marques désirables, qui touchent leur cible en plein cœur et qui sont hyper alignées entre ce que veut le fondateur, sa vision, son équipe si elle en a. Je dis elle parce que ce sont souvent des fondatrices qui font appel à moi, tiens. Et voilà, je suis aussi mariée depuis bientôt 11 ans avec Martin. Et j'habite à Lisbonne depuis 4 ans. Voilà, après une vie de Parisienne, tu l'as dit. Née, grandie à Paris, pur produit parisien, sans, je crois, les travers que l'on prête aux Parisiens, visiblement. Parce que je suis sympa, normalement. On me dirait à la fin. On pense Merci. que oui. Merci. Et première question sur ce sujet des transitions de vie.
Quand tu regardes ce qui est derrière toi, donc on va dire la première entre guillemets partie de ta vie, si tu devais la diviser en différents chapitres, qu'est-ce que ce serait ces chapitres? Alors, bon, les chapitres, déjà, moi, ça me parle. On pourrait commencer par un chapitre littérature. Je suis férue de littérature. J'étais le rat de CDI au collège et en primaire. Je ne jurais que par les livres. C'est vraiment eux qui m'ont façonnée. Et donc, qui ont aussi façonné mon amour pour les histoires d'amour et le grand romantisme, d'où aujourd'hui la Love Brand, d'où avant les robes de mariée. Et voilà, donc ça a déjà été un premier chapitre, une enfance et une adolescence extrêmement littéraire. Puis après, j'ai découvert qu'on pouvait sortir et s'amuser. Donc ça, c'était une autre partie de ma vie. J'ai fait des études de journalisme, puis des études de stylisme. Pour moi, non, d'abord de stylisme, pardon, parce que je voulais être styliste comme ma maman. Je n'avais absolument pas d'autre idée de quoi faire dans ma vie. C'est vraiment ma voie était toute tracée. Le stylisme, c'était ça. J'avais pas d'autre voie possible. J'aimais dessiner, c'est ce que je connaissais. Je faisais des robes avec des draps que je faisais tenir avec des pinces à linge. Bon, en revanche, je ne fallait pas me mettre devant une machine à coudre parce que je n'ai aucune patience. Mais voilà, l'officiel 1000 modèles, c'était ce que j'avais à côté de mon lit, à côté de mes livres préférés. Voilà, donc j'ai vraiment eu cette enfance baignée dans la mode. On en parlait tout à l'heure au déjeuner, parce que nous avons déjeuné avant, avec pas mal d'errance stylistique aussi, un petit peu grunge, un petit peu hippie, etc. Un petit peu de tout à la fois, un peu gothique, enfin bon, bref. Mais vraiment, la mode a toujours fait partie de ma vie. J'ai été en école de stylisme, j'ai découvert la fête, je suis beaucoup sortie et j'ai aussi découvert que la voie qu'on me proposait à la fin des études de stylisme n'était pas une voie qui m'intéressait. À l'époque, il y avait deux voies possibles, c'était monter sa propre marque. Et moi, à 20 ans, quand j'avais littéralement 20 ans, je me sentais vraiment trop jeune pour monter ma marque, j'avais encore rien à dire, j'avais pas suffisamment vécu. Et l'autre voie possible, c'était d'être stagiaire pour une grande marque, genre LVMH, etc. Et donc, moi, apporter les cafés et faire profil bas, c'était vraiment pas mon profil. Donc, c'était pas pour moi. Et donc, je me suis redirigée vers mes premières amours d'écriture. Et donc, j'ai été journaliste de mode. J'ai fait des études de journalisme et j'ai été journaliste de mode pendant presque 8 ans. J'ai bossé pour Glamour, Bi, etc. Enfin, pour plein de parutions de magazines féminins. Et un événement personnel dans ma vie qui a été assez marquant, c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais en couple, j'avais 26 ans, me trompait pour la énième fois. Enfin bref, une histoire d'amour très toxique, très compliquée. Et je me suis dit que pour sortir de cette relation toxique, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était physiquement de m'arracher à ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire partir de Paris, partir de lui physiquement. Et pour une raison que je n'ai toujours pas expliquée, à part mon envie de devenir Carrie Bradshaw, je ne vois que ça. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. J'ai pris un aller simple pour New York sans savoir où j'atterrirais. J'ai atterri dans une colocation de 8 personnes à Bushwick, qui est quand même le fin fond de Brooklyn. Et à l'époque, en 2009... Quelle année? 2009, ouais. C'était quand même un peu craignos. Oui. Bon, il y avait Robertaz qui était cette pizzeria. C'était le tout début de... Et ces énormes soirées Third World, enfin, c'était fou, quoi. Et donc, dans cette colocation, il se trouve qu'un jeune homme descend de sa chambre, me dit bonjour, et là, mon cœur fait... boum. Coup de foudre. Coup de foudre instantané. Coup de foudre à Bushwick. Coup de foudre à Bushwick, exactement. C'était pas Hugh Grant, c'était Martin Thibault, mais voilà, pour moi c'était une évidence. Et donc je suis rentrée avec Martin dans mes valises à Paris quelques mois après, avec un découvert abyssal, évidemment, qu'il a fallu combler, avec une envie qui était une espèce d'évidence, qui était... ce que je ne vous ai pas raconté, c'est qu'avant de partir à New York, ma mère, qui est styliste et modéliste, avait sa marque de prêt-à-porter. Et quand pour développer un peu, moi comme j'étais journaliste, je lui donnais des conseils. Donc je lui disais, tu devrais faire de l'enfant ou de la mariée. Et elle m'a dit, moi ça m'intéresse pas, mais fais-le. Et du coup ça m'est resté en tête. Et je me suis dit, mais franchement, la mariée, il y a un boulevard à prendre. Il n'y a personne. Moi qui dessinais des princesses dans mes cahiers de maths,
Spoiler, c'est pas la meilleure des choses à faire quand on veut avoir une boîte, parce que question de budget, on est moins bon dans les chiffres, hein, clairement, quand on n'a pas suivi ses cours de maths. Mais voilà, donc ça m'est resté en tête, et pendant tout mon séjour à New York, j'ai commencé à imaginer ce que pouvait être cette marque de robe de mariée. Ok. Quand je suis rentrée avec mon découvert abyssal et mon chéri sous le bras, il a fallu que je retrouve un job, donc j'ai retrouvé un job de journaliste, et pendant 2 ans, j'étais journaliste pigiste pour plein d'autres magazines. Et il se trouve que la personne qui m'embauchait à l'époque était pas très bienveillante, donc nous avons négocié un départ, ce qui m'a permis d'avoir une mise de départ pour enfin lancer ma marque. Et je pensais vraiment, donc là c'est chapitre 150e, pardon, merci d'être arrivé jusque-là, j'essaierai d'écourter après. Chapitre 150e, je décide de monter cette marque parce qu'une copine me dit bon, maintenant j'en ai marre que tu me parles de tes robes de mariée, c'est sympa, mais maintenant tu vas le faire, tu vas me faire ma robe. Ok. C'était ma première cliente. Défi, okay. Pour démarrer. Ouais, sacré challenge, mais j'avais quand même bien tout calibré en tête, c'est-à-dire que j'avais déjà négocié avec ma mère. Donc je gardais sa boutique 3 fois par semaine à Odéon et elle m'avait prêté son bureau à l'étage pour pouvoir recevoir d'éventuelles clientes. Mais vraiment jamais j'aurais imaginé avoir des clientes. Enfin, je me disais je ferais mes piges, je garderais la boutique et puis bon bah voilà, je galérerais comme toute créatrice qui commence, ça va pas être simple. Sauf que donc je fais la robe de mariée de ma copine, je me crée une page Facebook, des copains et des copines, une copine d'ailleurs, coucou Karine, qui maintenant est la journaliste sportive, voilà, m'avait prêté sa beauté pour des photos, enfin vraiment c'était système D. Et 3 semaines avant que j'ouvre, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit Élise, voilà, j'ai un entretien, une copine journaliste, chez My Little Paris. Est-ce que t'as pas des idées de sujets? Enfin voilà, qu'est-ce que je peux leur dire vite. Donc je lui donne des idées de sujets et à la fin je lui dis bah, sinon Élise Amo, créatrice de robes de mariée, ha. Sauf qu'elle m'appelle 2 heures après en me disant bon bah j'ai pas le job mais toi tu vas avoir ah oui, un article, une newsletter demain. Et à l'époque, My Little Paris c'était la newsletter, la bible que toute bonne parisienne, tout bon parisien lisait avec avidité pour savoir ce qu'il fallait faire. Il me présentait comme la nouvelle Delphine Manivet qui était à l'époque la prêtresse de la robe de mariée. Vite, il fallait se dépêcher, il n'y en aurait pas pour tout le monde, etc. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un rendez-vous toutes les minutes. Ah oui. Et une demande de rendez-vous toutes les minutes, un nouveau like toutes les secondes sur ma page Facebook. Et j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? J'avais pas du tout prévu que ça marche. Enfin, c'était pas dans mes... Démarrage en trombe, quoi. Ah ouais, non, mais j'ai pas du tout... Et puis, c'était pas voulu. Et donc, en 3 mois, j'ai vendu la totalité des robes que mon atelier pouvait produire. Donc, j'ai dû arrêter les commandes. Ça, on est suivi. Après, enfin voilà, peut-être qu'on pourra y revenir, mais les premiers employés que j'ai embauchés, etc. Donc ça, c'est le chapitre robe de mariée qui s'est clos. Et ça, peut-être qu'on pourra le détailler après par un joli burn-out 7 ans après. Et la naissance de mes jumeaux. Donc 7 ans quand même, il a duré. Ouais, presque 8. Ouais, 2012 à 2019. Et après maternité. En fait, après avant maternité. Je suis tombée enceinte des jumeaux en 2017. Grossesse extrêmement compliquée. J'ai fait 3 menaces d'accouchement prématurées. J'ai été alitée pendant 2 mois. Enfin, c'était voilà, ils sont nés en méga bonne santé. Je mesure la chance que j'ai parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et vraiment, c'était un merveilleux cadeau, mais c'était quand même compliqué de gérer ça parce qu'on m'avait interdit de prendre que le boulot passe par moi, c'est-à-dire que tout devait passer par Martin, tout devait faire transition par Martin parce que la moindre contrariété me provoquait des contractions et donc ils avaient peur que les bébés sortent plus tôt. Mais Brune et Honoré sont nés en pleine santé au mois d'août. Évidemment, je n'ai pris que 2 semaines et demie, 3 semaines, puis je suis retournée au boulot. 3 semaines? Ah oui, à l'américaine. Pas le choix, parce qu'en septembre, il a fallu reprendre. J'y allais pas tout le temps, mais je me faisais... Enfin voilà, j'avais quand même des employés à gérer. Il n'y a pas de coupure, en fait. Heureusement qu'ils sont nés le 3 août et on fermait 3 semaines en août. Donc c'était pile... Ils sont arrivés quand tu avais besoin de... Exactement. Très planifié. Pas du tout. Mais voilà, ils étaient tellement attendus que c'était vraiment merveilleux. Et après, une année d'extrêmement grosse fatigue. J'étais lauréate du réseau Entreprendre Paris. Et donc l'idée, c'était d'aller lever des fonds. Donc j'étais hyper prête et tout. Mais je pense que j'ai
avec le recul aujourd'hui, peut-être pas pris les bonnes décisions, pris des choses qui n'étaient pas hyper smart, je pense, dû à un immense, oui, et puis postpartum, fatigue, évidemment, un raz-de-marée et de 2 bébés. Ouais. Je crois que c'est quelque chose. Je pense, enfin vraiment, j'ai un énorme respect pour toutes les personnes pour toutes les femmes qui accouchent, etc. Mais vraiment, il y a un truc avec les jumeaux, bien sûr. On ne mesure pas 2 fois plus ce que c'est. C'est cube, carré, tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, j'étais nulle en maths, mais on est vraiment puissance 10. Voilà. C'est extrêmement intense, il n'y a jamais de repos. Et mon mari était extrêmement présent, on a bien réparti, mais la charge pour moi était vraiment too much. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, à tenir comme ça, je suis tombée malade, mais une maladie que personne n'expliquait, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me lever sans vomir. Vraiment, c'est un sacré truc. Mais j'avais rien à part ça. C'était pas une gastro, parce que c'était ça a duré longtemps. Et aujourd'hui, on parlait pas à l'époque de burn-out. Mais aujourd'hui, je sais que c'est ça que j'ai fait. Et je n'envoyais pas mes papiers, des gens étaient intéressés pour investir et tout, finalement non. Moi, j'ai eu une espèce de rejet complet. Et non, donc voilà, cette histoire s'est arrêtée. Donc là, tu as clos le chapitre. J'ai clos le chapitre. De mariée. Est-ce que tu veux que je t'explique comment il s'est clos ou est-ce que tu veux qu'on en reparle après ? Peut-être que tu peux répondre du coup à ma prochaine question lequel a été le plus dur à clore de ces chapitres-là ? Est-ce que c'est celui-ci ? Eh bien, tu vois, j'avais lu ta question et je me suis vraiment posé la question. Je pense qu'effectivement, ce chapitre-là, aujourd'hui, je peux dire que ça a été le plus dur à clore. Okay. Même si, pour moi, c'était la fin d'une histoire, tu vois. Donc, il y avait pas, j'ai pas de regret d'avoir clos ce chapitre parce que c'était une vraie volonté. Je l'ai pas subi, c'est pas quelque chose que je regrette mais je mesure encore aujourd'hui les conséquences, par exemple, de ce burn-out. Où je sens que dès que je travaille un peu trop, mon corps se met en tension, je tombe malade. C'est resté dans ton corps, peut-être. Oui, ça s'est vraiment imprimé. Je pense que ça, c'est le plus dur. Mais sinon, tu vois, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui, où je regarde derrière et je me dis, quand même, tu vois. Ouais, t'as pas de regret. Aucune. Aucun regret et aucune nostalgie. C'était peut-être le moment pour toi aussi de tourner la page. Complètement. Que le burn-out a accéléré un peu des choses qui étaient tout à fait sous-jacentes. Exactement. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a été que je couvais, tu vois, depuis la naissance des enfants. Je sentais que c'était la fin. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai arrêté en 2019. 2020, il y a eu le Covid. Tous les mariages arrêtés. Ça a été une catastrophe pour beaucoup de mes concurrentes. Et elles se sont toutes ou presque cassées la figure après. Il y en a très peu qui restent aujourd'hui de l'époque. En fait, le marché a complètement switché juste avant. Covid, ça a été l'enfer. Et après, voilà. Donc, pour moi, voilà. Mais en plus, j'ai eu la chance, et c'est là où je peux te raconter comment ça s'est terminé, d'avoir pris cette décision dans un contexte complètement surréaliste où, comme quoi, la vie parfois te met des choses sur le chemin et à des moments où tu es capable de les encaisser. On avait prévu, donc juste après cette période où j'étais vraiment mal physiquement, on avait un voyage de prévu avec nos 2 enfants, nos meilleurs amis, pour aller faire une croisière dans les îles Grenadines pour le mariage d'un copain qui se mariait là-bas. D'accord. Ça faisait 1 an et demi que c'était prévu, enfin voilà, il n'y avait pas de... C'était cette date-là. C'est vraiment le voyage d'une vie, enfin, ce genre de truc que j'aurais jamais fait par moi-même. On avait trouvé un skipper, un catamaran, nos enfants c'était les enfants du bateau, enfin bref, on n'avait pas de... Ils avaient 14 mois, quoi, ils marchaient pas encore. Je me dis, avec le recul, on était complètement... C'est les hormones, ça. Oui, mais oui, tout est possible, bien sûr. Je savais pas encore, j'étais enceinte à l'époque quand on a pris les billets. Et on c'était sûrement les hormones. Ah oui, c'était carrément... oui, bien sûr, on s'imaginait pas ce qui allait se passer. Et là, je pose un pied en Martinique, à peine le transat fini, quoi. Premier jour des vacances. Mon bras droit m'envoie un message: Élise, lettre de l'URSSAF, notre comptable s'est planté, on doit 20 000 €. Lettre de notre propriétaire qui nous réclame, je sais pas quoi. Et nous, la trésor était à sec, c'était pile le moment où on n'avait pas encore les commandes des nouvelles mariées et où il fallait payer le shooting photo, la prod, des protos et tout. Donc vraiment le BFR, j'ai appris un mot, le BFR, besoin en fonds de roulement. On apprend plein de choses quand on est entrepreneur. Énorme, et donc là je me trouve dans l'incapacité de payer, et
bon, il se trouve que mon père est avocat spécialisé dans les entreprises en difficulté. Donc je lui envoie tout ça, je dis qu'est-ce que je fais et tout là, voilà. Ouais. Et donc il me dit pars, on en reparle et tout. Et il m'appelle, je me souviendrai toute ma vie sur une île sable blanc, tu vois, La carte postale. turquoise, cocotier, chaise en plastique, tu vois, limite caipirinha ou pina colada quoi. Et il me dit écoute, voilà, tu vois, j'ai fait tout un truc, là c'est bon, en fait franchement tu peux t'en sortir. Il faut juste que tu vires tes employés, toi tu reprends tout, tu fais pas de nouvelles collections, pas de nouveaux shootings, tu reprends la vente, c'est vraiment ça, tu vois. Toi c'est ça c'est pour ça qu'on vient te voir, c'est parce que c'est toi, c'est tes modèles, donc tu fais que la vente et voilà. Et après dans 6 mois, 1 an, on redresse le truc, tu vas voir des investisseurs et tu vas voir ça va très bien se passer. Et là, moi, j'ai été prise, tu sais, d'une espèce de vertige figée, vraiment physiquement figée, en me disant, mais si je fais ça, je meurs en fait. Enfin, vraiment, littéralement, je vais mourir. Que c'était pas la solution. Quoi. Non. Ouais. Et donc, je lui dis, c'est quoi l'autre solution? Et il me dit, en fait, l'autre solution, c'est que tu arrêtes. Mais en revanche, il faut que tu me donnes ta réponse dès que tu rentres, parce qu'après, il y a toutes les procédures à enclencher, donc c'est rapide, quoi. Et là, donc, j'avais 5 jours pour décider si je voulais garder mon empire, mais qui était quand même quelque chose qui fonctionnait bien. On faisait presque, enfin je sais pas, on faisait faire 800 000 € de chiffre d'affaires, c'était pas petit, tu vois. Ou si j'arrêtais tout. Et là, j'avais mes enfants, mon mec, mes meilleurs potes dans un décor mais de ma boule, donc loin des problèmes parisiens et du day-to-day. Et donc, qu'est-ce qui était le plus important? Et vraiment, c'est ce moment où je me suis dit, la valeur que je veux au-delà de tout, c'est la liberté et ma famille, quoi. Et c'est ça pour moi, et donc l'amour, et voilà, et c'est ça le plus important. Et quand j'ai vu ça, tu vois, tout était rassemblé sur ce bateau, et je me dis, je n'ai pas peur, je veux dire, j'arrête. J'arrête, c'est trop loin. C'est fou, c'était vraiment une espèce d'évidence, quoi. Comme mon mec, enfin tu vois, j'ai des espèces de fulgurances dans ma vie. J'adore ces histoires, les petites épiphanies comme ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est marrant, ça passe beaucoup par le corps, du coup. Moi, chez moi, parce que là, tu dis, je me suis figée, ou au moment du burn-out, vomissement et tout, c'est intéressant ça. Corps que j'ai longtemps mis sous cloche, qui m'embêtait fortement. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point il me donne vachement de signaux. Parfois beaucoup trop tard, c'est-à-dire que je les mets sous... Voilà. Mais aujourd'hui, moi, c'est comme ça, je crois qu'il y avait une question sur l'intuition. Moi, c'est vraiment, je gère beaucoup de choses. Tu écoutes, du coup, t'es plus à l'écoute. Exactement. C'est pas, et j'appellerais pas ça de l'intuition. Pour moi, c'est vraiment des choses qu'on a en soi, qui se ressentent physiquement. Et j'essaie d'être de plus en plus attentive à ça. Trop bien. Voilà. Je connaissais pas cette histoire des huiles grenadines, j'adore. Tu vois, t'en apprends tous les jours. Et après, donc, dans la vie, donc là, t'as déjà dit pas mal de hauts, pas mal de bas, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec ton parcours, c'est que c'est un peu les montagnes russes. La plupart des parcours, mais tu vois, je trouve que le tien, il est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que c'était ton point le plus haut, ton point un peu culminant, et aussi ton point le plus bas? Est-ce que tu sais les identifier? Donc, au-delà des chapitres, peut-être voilà, le haut de la montagne et ensuite le fond de... J'adorerais te dire, pouvoir répondre à cette question. Mais pour moi, la montagne, elle n'est jamais assez haute. Okay. Et les bas sont toujours pour moi des moyens d'aller encore plus haut. Okay. Donc c'est vraiment un truc que j'ai en moi. C'est-à-dire que très souvent, et c'est quelque chose que tu vois, que j'ai eu cette épiphanie avec ma psy il y a quelques années, sur mon mode de création, comment dire, ton processus créatif. Mon processus créatif, exactement. J'ai souvent besoin d'aller explorer certaines profondeurs pour pouvoir, et vraiment, tu vois, être un peu bas, quoi. Mais le bas m'excite beaucoup, parce que c'est là où je vais trouver le plus de force pour rebondir. Et moi, mon parcours n'est fait que de rebonds. Et ça me galvanise. Mais la montagne n'est jamais assez haute à gravir, tu vois. Et si tu avais un point, quand même, là, jusque-là,
Franchement, Ton point le plus haut. chaque dernière expérience pour moi est la preuve que j'ai encore gravi des montagnes. Ok, Et qu'il m'en reste à gravir, mais que tu vois, j'atteins des choses que jamais je pensais atteignables. J'ai eu génial. à 30 ans un article dans Vogue, ce genre de truc, tu vois. Tu te dis, mais il y a Bien mon sûr. nom dans Vogue, et c'est pas. Enfin, tu vois, même avant, la première fois que mon nom est apparu en tant que journaliste dans Bi, par exemple, avec des articles que j'avais signés de mon nom, j'étais là, putain, ah waouh, c'est hallucinant, qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui? Et encore. Tu vois, je crois que je me suis jamais vraiment posée pour me dire, ouais, trop cool, c'est ok, bon bah, Next. been there, done that, qu'est-ce Ouais. qu'on fait maintenant, quoi. Vogue, bah, c'était fou. Là, dernièrement, tu vois, j'accompagne une marque aujourd'hui qui a des milliers d'employés, et je me dis, mais ok, c'est fou que, tu vois, à chaque fois, je suis très étonnée de la confiance que les gens m'accordent. Ok. Mais je me dis toujours que je peux aller encore plus loin ou prendre la parole devant 400 personnes à un festival pour raconter mon parcours et ma méthode. Tu vois, c'est des choses qui... Ouais, enfin, tu vois, en fait, je suis contente. Tu peux. Mais Tu toujours peux. très contente quand je regarde derrière. Et Ouais. merci de me poser la question parce qu'on se pose assez rarement sur ce qu'on a Ouais. déjà fait. Mais je vois toujours un sommet de plus à gravir. Donc t'es vraiment en mode, c'est hyper intéressant ça. Toujours en mode ascension. Ouais. Et du coup, même le point le plus bas pour toi, c'est juste un moyen de remonter vers quelque chose de plus haut. Exactement. J'ai pas. Ouais. Mais je peux me laisser, tu vois, un peu pourrir longtemps dans ce petit moment. Oui, bon après. Tu vois, j'aime bien ça, tu vois, c'est assez confortable. Mais je trouve énormément, moi, c'est aussi une manière de faire, de confort dans l'inconfort. J'ai un vrai. Mais ça, c'est une vraie force. Oui, je peut-être. pense. Mais parfois, tu sais, on Pas aimerait toujours. parfois un peu Oui. plus de calme. C'est sympa les CDI aussi avec la machine à café ou d'être bien au salaire sûr, tous bien les sûr. mois et tout. Tu vois. Oui, mais je pense que tu as peut-être quand même en toi cette idée de dépassement de soi. Oui. Donc, c'est un truc oui, que tu as en toi. Je pense que tu peux pas faire sans. Non, tu peux pas malheureusement. Tu peux pas t'en défaire en fait. Je peux pas m'en défaire, mais c'est ça qui me fait aussi réaliser des choses dont je ne me sentais absolument pas capable. Je suis terrorisée de prendre la parole en public. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Je devenais rouge comme une tomate, je transpirais. Enfin, même quand je devais prendre la parole au réseau Entreprendre, il fallait se présenter et tout. 5 personnes avant moi, j'étais comme ça, j'avais des palpitations, j'étais pas bien, quoi. Et donc non, se lancer là-dedans, et j'ai tellement aimé l'expérience que je rêve de continuer et que ça devienne une partie de mon métier et de mon activité. Ok. Donc, ouais, dépassement de soi. Lisbonne, donc la transition vers Lisbonne. Donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Pile poil. Explique-nous un petit peu pourquoi tu es venue ici, à quel moment du coup dans ta vie, et est-ce que c'était une épiphanie, est-ce que c'était une de ces décisions qui s'est prise sans que tu le veuilles, qui s'est imposée à toi, ou est-ce que c'était quel a été le cheminement un peu de la décision? Pas comme d'hab, quoi. Une espèce de truc où la vie te met quelque chose sur ton chemin, et est-ce que tu décides de le prendre ou pas. Donc après l'arrêt des robes de mariée, j'ai refait un bébé, il y a eu le Covid, etc. Et j'ai fini par faire pas mal de collaborations et de freelance pour des marques, mais un peu à l'opportunisme, ça venait comme ça, je prenais. Et j'ai fait une collaboration avec une jeune femme qui est devenue une bonne amie, Sophie Agnette, qui a sa marque Moon Society. Ok. Et je lui ai dessiné, elle fait des vestes brodées, je lui ai dessiné un design pour mettre sur l'une de ses vestes, pour broder sur l'une de ses vestes. Okay. Et donc on s'est rencontrés à Paris comme ça. Elle, ancienne parisienne aussi, on discute et je lui dis « Ah là là, mais moi j'en peux plus de Paris, pourtant c'est ma ville, j'ai grandi dedans, je l'aime de tout mon cœur, mais aujourd'hui avec 3 enfants, Paris me met dehors, on cherche pour déménager, impossible de trouver. » On avait commencé à chercher en périphérie de Paris. En fait, il fallait mettre presque 3 000 € de loyer pour un... Enfin, tout était cher. Et puis, c'était s'éloigner de la ville que j'aimais. Et en même temps, dans Paris, les gens... Je me suis fait virer d'un resto parce que mes enfants, on ne sait plus, faisaient trop de bruit. Les enfants faisaient trop de bruit, il y a un mec qui s'est levé, vous pouvez pas tenir vos enfants. Je disais, non mais attendez, où est-ce qu'on est en fait, bonjour, on est dans un bouillon, c'était Bouillon République, tu vois, on est quand même dans un endroit
Donc voilà, je lui ai dit oui, non, je vais rentrer, je vais les bâillonner, puis les fouetter aussi, ça vous plairait. Enfin bref. Donc voilà, plus, donc je devenais quand même un peu agressive, ce qui est pas mon, pas du tout ma ta nature. ouais, Et qui, moi, j'ai vraiment besoin d'harmonie. Donc je lui raconte tout ça et elle me dit mais tu sais, moi j'ai 4 enfants, j'habite à Lisbonne, c'est trop cool, on va au surf, elle me l'a vendu, genre on commande une soupe au resto, on la partage à 4, ils sont trop contents. Bon, aujourd'hui tu ça a fais peut-être ça un aussi. petit peu changé, Ouais. non. Mais enfin, voilà, c'est pas hyper cher et tout. Et je sais pas, quand elle me l'a dit, ça a fait pareil, rebelote, tu sais, une espèce de soulagement et de calme que tu trouves en toi quand tu sais que c'est la bonne idée, que c'est la bonne. Enfin, je sais pas si. Enfin, bon, en tout cas, moi ça me fait ça. Je vois ce ce que truc, tu veux vois, dire. Oui. où il y a comme Un si. relâchement un peu. Oui, exactement. Ouais. D'un coup, ça s'alignait et ça pouvait circuler, quoi. Le ça étant ce que vous voulez, mais moi en tout cas, ça me fait cet effet-là. Et je suis rentrée et j'ai dit à mon mec, et Lisbonne? Il m'a dit, ah bah ouais. Et voilà. Et c'était parti. Ben, ça a mis. Ça c'était en octobre, on est arrivé en août. Donc oui, en rapide, février, on a fait un petit voyage avec les enfants pour voir si ça leur plairait. La tournée des Grands-Ducs, l'aquarium, le funiculaire, la plage à 29 degrés en février, quand même. Donc là, on était là, non mais c'est le rêve. Après, on a cherché un appart, c'était moins le rêve, parce que déjà à l'époque, il y a 4 ans, ça commençait à devenir compliqué. Et on a trouvé un appartement dernière minute, le jour où j'ai rassemblé pile poil la somme, parce que comme nous sommes des saltimbanques et que j'avais pas beaucoup de revenus à l'époque, je m'étais débrouillée, j'avais trouvé du freelance qui m'a apporté la somme exacte qu'il fallait économiser pour pouvoir déménager, payer la caution, etc. Mais vraiment signe de l'univers, au centime près. Donc, et que j'ai pu avoir la veille du jour où on est parti. Donc, vraiment. Est-ce que tu avais écrit un chèque à l'univers pour lui demander ou pas? Non. Tu connais cet exercice? Je l'ai fait. Tu l'as fait mais j'ai demandé 1 million d'euros, il m'a pas encore écouté. Ça va venir, ça va venir. Ça peut prendre un peu de temps. Ah oui, mais la somme pile. Donc là, pareil, tu t'es dit, c'est bon, c'est un signe, c'est let's go. De toute façon, on avait l'appart et tout, donc j'avais pas le choix, mais c'est vrai que c'était quand même incroyable d'avoir réussi à économiser en 6 mois ce qu'on n'avait jamais réussi à économiser jusque-là, avec des missions de freelance qui s'enchaînaient sans même que je les ai demandées, enfin des choses où tout était vachement aligné, quoi. Donc quand c'est comme ça, moi j'ai tendance à me dire que c'est un boulevard, on y va, et que c'est la bonne décision. Et effectivement, on est arrivé ici comme ça, quoi, par trop belle histoire encore. Oui, j'étais contente. Et comment est-ce que tu penses que Lisbonne a influencé ta transition? Parce que là, tu étais quand même aussi dans une phase un peu entre deux. Donc, tu avais lâché ta marque, tu faisais du freelance. C'est ça, tu faisais beaucoup de freelance. Ouais. Et tu savais pas encore trop si tu voulais continuer à faire ça, ou tu avais déjà d'autres idées pour l'après, ou est-ce que tu étais dans une phase d'entre-deux un peu quand tu es arrivée ici? Carrément dans une phase d'entre-deux. Ça. Et qui s'est accentuée en arrivant ici. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que j'avais commencé à construire à Paris, en ayant des missions plus régulières, etc., en arrivant ici, impossible de les suivre parce qu'il fallait que je sois chez le client sur place. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose que je faisais un peu en attendant. Sans me l'être vraiment dit, ça m'a donné, tu vois, c'était des jolies marques, donc en plus j'ai pu, tu vois, ça a construit quelque chose, puis moi ça m'a aussi donné confiance dans le fait que je pouvais travailler pour quelqu'un d'autre, mettre au service d'une autre marque mes compétences, et surtout de voir quelles étaient l'étendue de mes compétences et ce que je pouvais faire. Mais ça restait encore très flou, je n'avais pas encore verbalisé, donc on me prenait pour être styliste, mais on se rendait compte que je faisais de la super DA photo, donc finalement j'ai fait pas mal de DA photo, et on se rendait compte que finalement, moi je me rendais surtout compte qu'à chaque fois il me manquait quelque chose dans les marques avec lesquelles je travaillais. L'histoire n'était pas forcément bien rodée, la vision pas hyper claire, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et j'étais là, mais moi, ça je peux le faire, mais vachement dur d'aller convaincre des gens quand tu vois, à part ta propre expérience. Donc j'ai un peu pris mon mal en patience et j'ai fait tout ça en testant un peu les choses, mais j'avais pas de méthode. Et moi, j'ai besoin d'avoir de la cohérence dans ce que je fais. Et là, j'en avais pas. Et alors quand je suis arrivée à Lisbonne, autant te dire que c'était il n'y avait plus du tout de cohérence là. Il n'y en avait plus. Le saut un peu dans le vide. Bah ouais, carrément, puisque finalement, le freelance, je pensais pouvoir le continuer, je pouvais pas. Il y a plein de trucs où finalement j'ai arrêté plein de missions parce que ça n'avait plus de sens. Et donc je me suis retrouvée sans rien.
Et là, du coup, dans ces moments-là, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est quels sont les outils que tu as pu utiliser pour te sortir un peu de ce messy middle, tu vois, de l'entre-deux. En général, quand on est entre deux jobs ou entre deux villes ou entre deux pays, etc., on est dans une zone un peu floue. On n'est plus ce qu'on était avant, on n'est pas encore ce qu'on va devenir. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les outils que tu as pu utiliser. Alors, ça peut être des livres, certains types de thérapies, ça peut être des conseils, des citations. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis les outils que tu as utilisés pendant cette phase de transition? Bah écoute, Lisbonne a été un outil. Ok. Parce que ça m'a permis aussi de mettre derrière moi un certain parisianisme qui te met beaucoup dans une case. Et donc moi j'étais dans la case robe de mariée, stylisme, tu vois, sur des choses dans lesquelles on m'avait un peu mise. De m'être extraite, ça m'extrayait aussi déjà d'une concurrence accrue et d'avoir un point de vue différent et d'apporter quelque chose de différent. J'étais plus la freelance ex-créatrice comme il y en a parisienne, comme il y en a tant d'autres. J'étais celle qui était partie vivre sa vie au soleil avec un autre point de vue. Et ça, vraiment, je ne l'ai pas identifié tout de suite, mais ça a vraiment été assez clé dans la manière de me présenter pour les autres. Et d'un coup, il y avait quelque chose d'un peu plus sexy dans la manière dont je me présentais. Ah ouais, elle l'a fait, tu vois. Ça t'a donné un angle en fait. Ça m'a donné exactement. Okay. Et je pense que ça a attiré pas mal de choses aussi à moi à ce moment-là. Mais pas que. Il a fallu que je me reconstruise quand même après, savoir qui j'étais après les robes de mariée qui portaient mon nom. Ouais. Donc qui était Élise Amo, qui a un nom public, tu vois, avec des articles partout. Oui, puisque ta marque avait ton nom, oui. donc c'est pas rien. Ouais. Il a fallu reconnecter avec Élise Amo, moi. Ouais. Pendant très longtemps, par exemple, après l'arrêt de la marque, j'ai tâtonné sur Instagram, je n'osais plus poster de trucs parce que je me disais, mais Élise Amo, ce compte-là, c'est les robes de mariée. Ouais, bien sûr. Et ça a été très long avant que je me le réapproprie. Donc ce qui m'a aidée énormément, c'est quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance, mon mec qui travaille pour une boîte de télémédecine lançait un service psy. Et moi, je suis abonnée à cette plateforme. Okay. Et donc, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement psychologique pile au moment où ça commençait à devenir un peu chaotique. On avait mis nos enfants dans le système portugais et donc pas dans un lycée français. Ce qui faisait qu'ils ne parlaient pas un mot de portugais et ils rentraient à la maison, ils étaient en surtension. Donc pendant 5 mois ou 6 mois, on a vraiment été à fond sur eux, etc. Et quand eux, ça commençait à aller bien, moi, c'est là où ça a relâché. Ouais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis complètement paumée. L'administratif, la santé, le machin, tout était différent. Et là, on pouvait s'occuper. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Tu vois ? Bien sûr. J'ai plus de clients. Parce que jusque-là, j'avais encore quelques clients. Là, j'avais plus de clients, j'avais plus rien. J'étais à poil. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de rester à poil et d'essayer d'aller explorer la thérapie. Oui, non, j'ai pas fait d'autres choses pour payer. Bon, bref, pardon. Blague pourrie. Donc, la thérapie m'a vachement aidée pour explorer comment je fonctionnais, justement, ce processus créatif qui était, qui parfois pouvait être bloquant pour moi, ce moment où, tu vois, j'ai beaucoup de choses qui me viennent. J'attrape énormément de choses, je suis une vraie éponge. Et à un moment, ça s'engorge. Et c'est ce moment d'engorgement pour trouver le bon fil qui peut parfois être très long. Ouais. Où, du coup, j'ai l'impression de procrastiner. Je vais regarder des séries, je vais tout faire, surtout rien, pour repousser ce moment-là. Oui. Et elle m'a dit, en fait, donc j'ai vraiment une psy formidable, elle m'a dit, ce moment-là, tu fais pas rien en fait. Tu es juste en train d'essayer d'analyser tout ce qui se passe et d'en tirer le bon fil. Mais comme tu te flagelles, ça dure très longtemps. Donc, le jour où tu arrêteras de te flageller là-dessus et que tu reconnaîtras que c'est ton processus, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. Ouais. Mais ça a été game changer, vraiment. Okay. Du coup, c'est comme ça que je me suis mise à dessiner. Okay. Je suis passée vraiment ensemble. Et le dessin, ça t'a aidé aussi, non ? Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu, puisque tu dessinais déjà ? C'est revenu à ce moment-là et tu as eu besoin de cet outlet créatif un petit peu pour complètement te recentrer. Ça m'a permis de me reconcentrer sur des choses, de justement ces moments où je sentais que c'était un trop-plein sensoriel pour moi, de pouvoir
faire quelque chose de mes mains pour que ça puisse finalement sortir. Tu vois, c'est vraiment tout ce truc, ça, c'est vraiment faire sortir de moi quelque chose. Et là, ça sortait en dessin, et après, ça me permettait de sortir ça en stratégie pour mes clients ou pour moi. Parce que la première à avoir testé la stratégie, c'est moi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça marche. Et ça marche plutôt pas trop mal, je crois. Mais voilà, la newsletter, j'ai lancé une newsletter où j'ai été extrêmement sincère, où j'ai une première qui était l'art du rebond, la deuxième c'était je reprends mon nom, où je racontais un peu tout ce parcours-là, et où j'ai vu que ça résonnait énormément. C'est comme ça que j'ai eu mes premières clientes. Oui, voilà. Et le fait d'avoir, tu vois, théorisé ce truc de love brand, qui est un mot que j'ai pas inventé, mais ça a vraiment été quelque chose où, voilà, travailler cette théorie, travailler comment simplifier ce truc de plateforme de marque que personne ne connaît. Ça a vraiment aidé aussi à me sentir mieux. Enfin, voilà, donc tu étais dans l'action quand même aussi. Tu as essayé quand même pas mal de choses. J'aime bien tester plein de trucs. Plein de trucs. J'ai tout fait, kinésio. C'est vrai que tu as testé plein de trucs. Ouais, j'aime bien. Et parle-moi un peu yoga, méditation, pleine conscience, journaling. Tu vois, est-ce que tu as testé, je sais, un petit peu certaines de ces pratiques-là? Est-ce qu'il y en a que tu as gardé? Est-ce qu'il y en a que tu as mis de côté? Qu'est-ce qui t'a aidé dans tout ça? Alors bon, le yoga a été, et le yoga Kundalini en particulier, a été un énorme soutien pour moi à un moment, notamment après la naissance des jumeaux et de mon fils Hippolyte le dernier. Ça m'a accompagnée même jusqu'ici, où j'avais cherché des profs et tout. Aujourd'hui un peu moins, mais j'ai eu des expériences extrêmement fortes, physiques, qui étaient très 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 fortes. Donc ça, je sais qu'à un moment, ça m'a beaucoup soutenue. Parce que je ne suis pas du tout sportive, que je pensais. Mais j'ai été dispensée de sport depuis la 6e, et ça m'arrangeait bien parce que je détestais ça. J'ai eu dispensée au bac. Enfin, vraiment, je suis niveau 0 du sport. Enfin, c'est-à-dire que tout était fort, quoi. Si c'est pas un livre à lire, même si parfois c'est un peu lourd, quoi. Donc j'étais ce genre de fille-là. Et ici, j'ai réécrit l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais 2 fois par semaine au Pilates. J'ai testé des cours de surf grâce à Séverine, Mother Surfer. Merci de m'avoir inspirée à me mettre sur un surf. J'en fais pas plus aujourd'hui, mais déjà de me mettre debout sur un surf, je me suis dit, en fait, je peux faire des choses, mon corps est capable de faire ce genre de choses. Donc, le Kundalini a été la parfaite transition parce que c'était suffisamment cérébral pour que ça m'intéresse, avec des sensations extrêmement physiques, donc ça m'a permis de bien me reconnecter à mon corps, tout en ayant une pratique très assise, avec des mouvements répétitifs qui ne nécessitent pas une condition physique. Alors c'est très rigoureux et ça demande beaucoup d'efforts, et c'est vrai qu'on ressort de là, on est vidé, mais comme il y a toute cette partie cérébrale, en tout cas avec des chants, des mantras et tout, moi ça me plaisait beaucoup. Et l'aspect respiration aussi. Exactement. C'est très important et qui amène à des sensations souvent assez intéressantes. Exactement. Toute la partie breathwork. J'ai découvert grâce à ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et aujourd'hui, j'ai testé en bain glacé aussi, avec tout un travail de breathwork avant, avec Caroline Arditi à Paris et son Paris Ice Club. Franchement, c'était fou. Et voilà, tout ce travail-là, moi je trouve que ça aide à avoir une espèce d'ouverture physique et mentale qui est assez dingue. Et souvent, ça passe par le corps aussi. Complètement. Toutes ces choses-là. Tout à fait. Et sinon, j'ai fait un truc qui a... Tu vas rire, mais c'est vraiment... tu étais avec moi dans le groupe, la méditation des 21 jours de Deepak Chopra. Pour moi, ça, nous qui l'avons fini. Oui, c'est vrai. On était les deux seuls assidus. Et franchement, ça a été le moment où, grâce à ça, ça m'a permis... Alors, parce que je suis pas très méditation tous les jours, j'aimerais bien, j'adorerais, je vois les bénéfices, mais concrètement, j'ai du mal à trouver du temps. C'est vraiment une rigueur, une discipline que j'ai pas. Mais là, je me suis astreinte pendant 21 jours. Donc. Et c'est pendant ces moments-là où j'ai vraiment eu des épiphanies en écrivant sur ce que je voulais que mon activité soit demain. Et c'est là où j'ai eu ces idées justement de faire travailler des gens en groupe pour la Love Brand, que le Love Brand c'était vraiment ta direction. La direction, et qui était vraiment extrêmement
judicieuse dans mon parcours. Enfin, tout Oui, et amenait c'était ça. très lié avec ton fil rouge De de l'amour, bien sûr, exactement. qui est là partout en fait. Ouais. Donc ouais, c'était ça et le Donc journaling. méditation et écrire. Du coup, tu faisais, juste dis-nous un peu ça, c'est intéressant. Tu écoutais la méditation et ensuite tu écrivais juste après ou tu déposais sur le papier un peu ce que tu avais... En fait, tu avais la méditation et après tu avais un exercice à faire. Ah oui, c'est vrai. Et cette méditation qui durait à peu près 15-20 minutes, lors de ces méditations, j'avais des choses assez claires qui m'apparaissaient. Et après, je faisais l'exercice. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que bon, l'abondance, évidemment, on a tous envie, surtout quand on est freelance. C'était sur l'abondance. C'était sur l'abondance. Oui, c'est vrai, je me rappelle. J'avais envie, évidemment, de plus d'abondance. À l'époque, j'avais pas beaucoup de clients. C'était compliqué quand même. Mais finalement, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, grâce à la méditation, à un moment, l'exercice, je sais pas si tu te souviens, il fallait noter tout ce qu'on a déjà. Oui. Et du truc le plus petit au truc le plus gros. Alors nous, on n'a pas, on avait quand même un toit qu'on arrivait à payer pour même en location, qui est un super appartement. J'avais un ordinateur pour travailler, mes enfants en bonne santé. Et en fait, ça a complètement... Alors là, vraiment, je me souviens très bien de ce moment où ça a shifté, où je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà tout. Et donc, quoi qu'il pourra se passer demain, j'ai déjà ça. Et c'est déjà exceptionnel, c'est que du bonus. Et ça a complètement changé l'énergie. Ce qui fait que j'ai revu mes prix, j'étais moins fixée sur des trucs, j'ai fait des gros... Tu vois, j'ai fait... Pour mes premiers clients, je me souviens, je faisais 6 séances de 2 heures à 1 500 €. Et je me suis dit, au lieu de 2007. Et j'ai eu plein de clients d'un coup. Et j'étais tellement épuisée, et du coup, j'ai augmenté à 1 890 au lieu de 2007. Et là, aujourd'hui, et pareil, rebelote. Ça a frictionné un peu au départ, puis après, complète. Et là, je me suis dit, là, ça y est, j'ai une offre qui me permet d'avoir ces créatrices qui n'ont pas beaucoup, ou ces personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, et c'est elles que j'ai envie d'aider. Et donc, je peux passer à mon prix normal. Mais ça m'a pris 2 ans et demi. Et tu vois. Là, c'est un process. Exactement. Mais tout ça part de cette méditation et du fait de se dire, en fait, je m'en fiche du prix que je vais faire, ce ne sera que du bonus. Donc en fait, mon but est d'aider le plus de gens possible. Donc je vais y arriver. Ok, trop intéressant. Tu te mets dans un état de gratitude en fait. Exactement. Plus que dans un état où tu as besoin d'aller chercher des choses. Mais alors je t'avoue que c'est pas facile tout le temps. Mais à chaque fois. C'est une pratique. Exactement. En fait. Que je sens que dans ma vie ça frictionne à un endroit. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'ai. Tu vois, est-ce que mon impulsion, elle vient du bon endroit. Est-ce qu'elle vient parce que je suis frustrée et que du coup je veux vite avoir des sous, ou est-ce que ça vient d'un endroit où je me sens j'ai vraiment envie d'aider les personnes parce que je sens que ma méthode elle va aider. Et ça change complètement la donne. Enfin vraiment c'est l'intention qu'il y a derrière en fait. Exactement. C'est vraiment la nature de l'intention. Ça c'est clé, je pense. Trop bien. Quelques dernières questions. Donc là, tu nous as parlé pas mal d'outils, c'est hyper intéressant. On a parlé un peu d'intuition déjà. Tu nous as dit que toi, il y avait pas mal de choses. Quand on te disait quelque chose, quand on t'apprenait une nouvelle, tu avais une réaction un peu physique et là, tu savais. Est-ce que tu as une pratique qui te connecte à cette intuition ou c'est quelque chose qui est là et juste tu sais mieux l'écouter et maintenant tu fais vraiment attention à ces signaux-là? Je pense que c'est un peu... alors j'ai pas une pratique, mais je suis très intéressée par toutes ces pratiques autour du corps. Moi, vraiment, je me suis rendu compte que le mouvement, quel qu'il soit, me permettait d'accéder de manière plus, plus évidente à ces sensations-là. Ça me permettait de mieux les écouter. Donc maintenant, aujourd'hui, j'essaie vraiment d'introduire du mouvement, quel qu'il soit, dedans. Écrire m'aide énormément à déposer des choses et à pas me tromper dans les intuitions. Mais c'est quelque chose que j'ai, je pense, depuis toute petite. T'as toujours fait. Et que j'ai toujours fait de manière très instinctive. Donc c'est difficile à théoriser. Mais vraiment, c'est quelque chose qui se sent au plus profond. Le jour où on m'a parlé de la Love Brand, pour moi, vraiment, il y a eu ce truc, tu sais, où tout s'est... Ouais, c'est vraiment comme si, tu vois, un Rubik's Cube. Ça s'est aligné. Tout s'est aligné, tes vertèbres se sentent bien.
et il y a un souffle qui passe et tu sais que c'est ça, c'est, tu vois, frais comme sensation. Oui, tu as une sensation vraiment presque physique d'alignement où tu as l'impression que tout s'est recentré. Exactement. Donc, et ça, je te dis, c'est vraiment quelque chose. Mouvement, écriture, c'est intéressant. Mais c'est un truc que je pratique depuis. Le mouvement et l'écriture depuis moins de temps. Mais cette sensation-là, c'est quelque chose que j'ai depuis vraiment petite, très petite. Ouais, donc tu es très intuitive en fait. Oui, comme, je crois. Ouais, non mais ça a une vraie force aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette intuition, on l'a tous, je pense, au fond de nous. Mais parfois, tu sais, il y a des couches de plein de choses, de la vie qui viennent se rajouter. Et du coup, on oublie de s'écouter. Et on oublie d'écouter les signaux de notre corps. Et quand on nous dit quelque chose qui nous tord le ventre, et peut-être qu'on va s'y accrocher en disant non mais c'est une gastro justement tu vois, ou c'est pas quelque chose qui est mauvais pour moi, c'est juste voilà. Et je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont là-dedans, c'est-à-dire qui voient, ou même dans une bonne nouvelle, tu vois, qui se sentent, tu peux sentir des vagues de joie et d'émotions positives, je pense qu'on a tous ressenti ça, et qui ne voient pas ça non plus comme un signe d'aller plus dans cette direction-là. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas s'écouter, donc c'est un vrai... c'est une force. Moi, je pense vraiment pour les personnes qui ont du mal à se connecter à ça, c'est franchement, on va à la base de la base, c'est aller voir une psy ou un psy. C'est vraiment essayer d'enlever toutes les couches de choses qu'on nous a inculquées, qui nous ont été dites par les sociétés, par ses parents, par des trucs qu'on se traîne de casseroles d'hommes préhistoriques parce qu'à cause de nos cellules souches de je sais pas quoi là, en plus de nos casseroles à nous, enfin merci bien. Donc voilà, essayer d'aller un peu, quelle que soit finalement en fait la pratique, c'est aller enlever ces couches-là pour se reconnecter à quelque chose qui est extrêmement profond, qui est soi-même, et aller à la rencontre de soi-même, c'est quand même un beau voyage. Un beau voyage, franchement. Moi, je n'en finis pas de me découvrir. Et c'est passionnant. Alors, parfois, c'est chiant. Mais bien sûr, ça ne peut pas être que passionnant. Mais... ça peut être très, très inconfortable. On peut se trouver, pas terrible, quoi. Mais c'est quand même hyper important d'aller regarder ça, en fait. Enfin, je sais pas, toi, comment tu... Ah oui, complètement. Je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis. Et je pense que la pratique du mouvement, moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée. Et je pense que presque tout passe par le corps. Et donc, c'est pour ça que le yoga, je trouve que c'est une pratique incroyable parce que t'es dans ton corps et c'est un moment où même si tu fais pas des positions acrobatiques, ou c'est juste respirer, être dans ton corps, être avec toi-même et surtout passer du temps avec toi-même. C'est ça aussi, je pense, qui est la clé et qui effraie beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont assez paralysés quand on leur dit tu vas passer 2 heures tout seul, sans téléphone, sans livre, tu vois, juste avec toi-même. Je pense que ça peut être assez flippant pour beaucoup de gens. Mais l'inconfort justement de ça, je pense, peut amener à des choses hyper intéressantes sur l'après, en tout cas. Complètement d'accord. Après, ça m'arrive encore très souvent de flipper, de me retrouver 2 heures avec moi-même. Bien sûr. C'est pas simple. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, pour moi, c'est vraiment quand on l'a testé une fois, voilà, on a envie d'y revenir parce que c'est tellement efficace, quoi. Se reconnecter à soi. Exactement. C'est quand même... c'est une des clés, je pense. J'ai pas les clés, mais... Quand même, quelques-unes. Quelques-unes, on en reparle. Non, une question importante pour cette interview, c'est quelqu'un qui se tient au bord d'une grande transition. Donc ça peut être une transition de maternité, par exemple, ou une transition géographique, quelqu'un qui va déménager, ou un changement de carrière, ou autre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là, toi qui as quand même eu pas mal de changements dans ta vie, qui a eu plusieurs carrières, plusieurs vies même, qu'est-ce que tu lui dis ? Alors, je vais emprunter les mots de quelqu'un d'autre, qui est mon mantra. Il ne faut pas se moquer. Vas-y. Parce que vraiment, c'est vraiment vrai. Je sais ce que tu vas dire. Dis-le nous. Donc, c'est ce grand philosophe qui s'appelle Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski, qui a un moment cette phrase merveilleuse, et je vous jure que d'ailleurs, c'est un mantra que je donnais en interview, même quand j'avais enfin vraiment, il me suit, parce que c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Et vraiment, en fait, ça met un coup de pied aux fesses du syndrome de l'imposteur, de tout ce qui pourrait nous faire peur. En fait, fonce, au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Franchement,
Au pire, on se plante et so what? Moi, ça m'est arrivé, je me suis plantée, je me suis relevée, je me suis plantée 150 000 fois. Mais si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis. Je ne pourrais pas me reposer sur la notoriété de mon nom pour avoir des clients qui sont super. Enfin, vraiment, il y a de tous ces échecs-là qui n'en sont pas, ça m'a vraiment apporté. Après, la maternité, c'est un sacerdoce. On est sur quelque chose qui est pour la vie, qui nous apporte énormément de bonheur, mais aussi énormément. Voilà. Donc, de toute façon, on y est. On n'a pas le choix. Alors, autant faire du mieux qu'on peut, en se lâchant quand même beaucoup la grappe, en essayant d'être la plus. Pas vouloir faire tout parfaitement. Non, bah de toute façon, nous, avec des jumeaux, c'était déjà pas. Ouais, toi, c'est vrai que t'es rentrée dans le grand bain en fait, direct. C'est le premier truc qu'on s'est dit. On sera jamais parfait. Avec deux, on peut pas faire parfaitement. Donc, à partir de ce moment-là. Décomplexé. Complètement. Voilà. Ouais. Donc, prenez exemple. Ok, donc quelqu'un qui est au bord d'une transition, tu lui dis, répète la phrase juste qu'on la oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Franchement, il peut rien se passer de grave. Est-ce que tu l'as tatoué ou pas quelque part? Non, parce que j'ai quand même un peu honte. J'ai pas beaucoup de tatouages, j'en ai un petit qui était peut-être une petite erreur de jeunesse. Je vous raconterai pas ça ici, mais voilà. Mais non, mais c'est ta phrase. Non, c'est ta phrase. Mais après, je trouve que cette phrase, elle est quand même. Tu vois, déjà, tu t'en rappelles parce que c'est drôle, parce que la référence est drôle, etc. Et en fait, elle englobe pas mal de choses. Donc, non, je trouve qu'elle est. Moi, j'aime bien. Et puis, je trouve que c'est un bon mantra. En fait, je crois que la vie, elle est trop courte pour se faire chier, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Donc, allons-y. On teste, test and learn. Si ça marche pas, on fera autrement et autre chose. Et puis, bon, voilà, Jean-Claude Duss, quoi. Le grand. Dédicace. Ok, on conclut avec des petites questions un peu rapides. Vas-y. Alors, café ou thé? Moi, tu sais qu'avec moi, ça n'est jamais rapide. Alors, l'histoire du café Nesquik. ou du thé? Pendant très 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 longtemps. Nesquik, ah oui. Nesquik jusqu'à les chauds alors? Non, les froids. Ah, les froids, ok. Et mais maintenant, depuis que j'ai des enfants, que j'ai découvert ce que c'était vraiment que la fatigue, je me suis mise au café latte à de lait d'avoine le matin. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que toi, t'es très très raisonnable avec ça. Pas de caféine presque. Non. Un le matin. Un le matin et c'est tout. C'est quand même avec 3 enfants. Mais j'aime pas ça, donc ça aide. Voilà. Je le fais juste pour le. Oui. Ta couleur préférée? Toutes les nuances de rose. Mais regarde, 50 Shades of Pink. J'adore. On y est. Très belle ta chance d'ailleurs. Non, moi le rose. Ton livre préféré? Always and Forever, Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Ah oui. Ah oui. J'adore ce romantisme gothique. Classique alors. Ouais, mais enfin classique. Enfin, c'est un livre classique, je veux dire. Mais qui est d'une modernité sans nom et qui est d'une cruauté. Aucun des personnages n'est sympa. C'est vraiment. Je vais le relire. On est loin. Et d'ailleurs, ça me fait marrer quand. Tu vois, la dernière bande-annonce. Alors, je n'ai pas vu le film de Wuthering Heights, là, le dernier qui est sorti, ou Hurlevent. Mais c'est la plus belle histoire d'amour. Non, c'est une histoire d'amour qui n'a rien d'amour. Heathcliff est une enflure finie, mais avec à raison pour plein de. Voilà, tous sont consommés par la rage, par la jalousie, par vraiment les pires sentiments que l'humanité peut contenir. Et tu mets ça dans un décor d'Angleterre battue par les vents et la pluie. Moi, j'adore. J'adore. Ok, trop belle référence. Ouais. Je vais le relire, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et puis une écriture exceptionnelle. Eh oui. Ouais. Ok. C'est bien, t'en as choisi un. Je pensais que ça allait être difficile pour toi, comme t'es une grande lectrice. Ouais. C'est mon phare dans la nuit. C'est ton. Ok. Ouais. Tu y reviens souvent? Tu le relis? J'essaie de plus en plus de les réécouter. Récemment en audio, et c'était pas mal. Ouais. J'aime bien. C'est une autre sensation, je trouve. Moi, j'écoute beaucoup de livres audio en ce moment. Et souvent, c'est raconté, alors là, certainement pas, je pense pas, mais par le. Oui, Émilie, par le narrateur. Et du coup, je trouve que tu as une autre expérience et ça te donne une autre lecture de l'histoire. Je trouve ça intéressant. Toi aussi, tu as écouté le livre audio de Lena Dunham, Fame Sick? Oui. J'ai pas fini. Et ben, écoutez, lu par elle, j'ai trouvé qu'on était dans un épisode de Girls sans fin. Mais comme au bout d'un moment elle m'énerve, c'est vrai. Tu vois, et ben j'ai pas fini. Et je crois que c'est pour ça, peut-être que si j'avais lu le papier,
ça aurait été Oui, différent. c'est possible. Parce qu'il est quand même assez long en plus. Ouais. Donc tu vois, moi j'écoute quand je marche souvent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait là, ouais, tu vois, j'avais pris 5 heures d'elle dans les oreilles, je pense. Donc j'ai arrêté, mais j'ai bien aimé le début. Livre est top. Ouais, j'ai trouvé que c'était. Bah, son histoire, elle est incroyable aussi. Puis En parlant de tellement transition douée. et de. Ouais. Enfin, Ouais, et puis c'est une nana. Brillante, elle est brillante. Elle est exceptionnellement brillante. Je sais pas si tu as revu Girls récemment. Non. Ah bah, alors moi je l'avais vu quand c'est sorti en 2010, donc j'avais l'âge à peu près 2 ans près des filles qui y étaient. Et elles étaient à New York, dans les mêmes quartiers que là où j'étais, où j'avais rencontré Martin. Enfin, tu vois, elles allaient dans les soirées, enfin voilà, tout était moi. Et là, je le revois, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en entier. Et là, ce qui m'a frappée, c'est à quel point les dialogues étaient ciselés, les personnages étaient d'une justesse. Tout était un peu agaçant, ça représentait tellement la jeunesse d'une époque. Bien sûr, Et au début, quand elle me dit à ses parents, je vais être la voix de ma génération, a voice of a generation, elle a été, je pense, la voix d'une génération. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et moi, je suis arrivée à New York et c'était le début de Girls. Donc, je l'ai regardé en live en étant à New York et c'est vrai que c'était, à ce moment-là, c'était tellement plus vrai que Sex and the City. Tellement. Moi qui étais partie à New York pour Sex and Toi the aussi. City. Évidemment, Carrie Bradshaw, on en revient toujours à elle. Et en fait, tu regardais Girls et tu réalisais que c'était plutôt ça, la vie à New York, que la vie de Sex and the City. Mais ok, donc celui-là, c'est un que tu as lu récemment et que tu as bien aimé aussi. Ouais, que j'ai écouté récemment. Okay. Et non, faut la vache, j'ai une liste longue comme le bras. Non, mais c'est bon, next. Ça suffit, c'est bon. Prochaine question. Non, ton artiste, parce que ça m'intéresse aussi. Ton artiste préféré? Alors là, j'ai du mal parce que je suis quelqu'un qui se nourrit extrêmement de culture et qui a besoin de ça, et c'est un peu ce qui me manque à Lisbonne. Donc à chaque fois que je reviens à Paris, j'essaie d'aller voir des expositions, mais j'ai quand même une petite prédilection et un amour pour les femmes du mouvement surréaliste. Et notamment j'ai découvert Claude Cahun, qui a une vie incroyable, qui était proche de Breton et qui s'en éloignait, qui fait des montages photos, qui se représentait en homme parce qu'elle est queer. Elle a combattu aussi à sa manière à Jersey ou à Guernesey, je ne sais plus, l'une des deux, le nazisme en distribuant des tracts. Elle a été condamnée à mort, elle a vécu avec sa femme pendant... Enfin bref, elle s'en est sortie. Mais avoir une vie incroyable. Claude Cahun, artiste exceptionnel, à la vie folle. Et j'ai découvert au musée du Luxembourg l'artiste Leonora Carrington, qui, pareil, a une vie incroyable, qui a été... avec Max Ernst pendant longtemps. Après, elle est partie au Mexique. Elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique en Espagne, en plein milieu de la guerre. Enfin, c'était une des premières femmes à avoir elle a eu une des dernières femmes à avoir des injections de cardiazol parce qu'elle faisait des cris de folie. Et donc, bref. Donc vraiment, et puis sa peinture est extrêmement riche. Et ça, j'aime beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais complètement fan de Sophie Calle, et quand j'étais à l'école d'art, j'avais singé certaines de ses œuvres, et donc j'avais, pour draguer, appelé un mec que je connaissais pas pour le suivre et le prendre en photo comme Sophie Calle. Et à la fin, il avait fini par m'embrasser. J'avais dit non parce que, en fait, en le suivant, je trouvais qu'il avait une démarche que j'aimais pas. L'artiste en carton. Bref, donc voilà. Mais moi, si j'ai besoin d'avoir, je crois que ce qui me plaît chez les artistes, au-delà de leurs œuvres, c'est leur processus créatif. C'est l'histoire qu'ils mettent, qu'ils ont vécue. Et leur vie. Et leur vie. Ouais, j'adore lire des livres. T'es inspirée quand même par des femmes qui ont eu des vies assez mouvementées, ou en tout cas différentes, on dirait. Et qui ont vécu des vies très libres. Ouais. Voilà, qui ont trouvé leur liberté dans l'art. Ok. Voilà. Je regarderai, je connais pas Claudia Cahun. Claude Cahun. Claude Cahun. C'est pas son vrai nom d'ailleurs, c'est un nom d'emprunt. Ok, tu m'enverras. Ouais. Ton mantra, tu nous l'as dit. Oui. Tu veux nous le répéter une dernière fois? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, un petit secret, quelque chose que peu de gens savent, qui est un peu bizarre, un truc un peu chelou? Alors, un truc chiant,
si vous m'invitez à dîner, ne faites jamais de poisson ni de fruits de mer. Je ne mange ni poisson ni fruits de mer. Mais bon, c'est... En fait, là, tout le monde le sait. Parce que je le dis à tout le monde. Voilà. Non, un jour, j'écrirai un livre, ça c'est sûr. J'en ai plusieurs en moi. Mais moi, j'ai une histoire de famille assez marrante. Pourquoi je conduis pas Parce que j'ai une phobie. J'ai vraiment la phobie de conduire. À chaque fois que je me mets derrière un volant, j'ai des crises de panique. Et grâce à l'EMDR, qui est un autre outil que j'ai utilisé, je me suis rendu compte que cette phobie ne m'appartenait pas. Mais mon grand-père, que j'ai jamais connu, est mort dans un accident de voiture à 42 ans. Okay. Et donc moi, je l'ai jamais connu, mais c'est une histoire qui nous est transmise avec beaucoup de déférence. Mon grand-père était quelqu'un d'exceptionnel et j'écrirai un jour dessus parce qu'il a découvert un trésor dans une épave et des lingots d'or au large de Belle-Île dans un bateau qui s'appelle le Prince de Conti. Il avait fait des recherches avec d'autres amis et ils ont remonté des lingots d'or, etc. Après, bon, il y a toute une histoire. Un mec avec qui il plongeait est revenu tout seul avec la mafia, ils ont remonté. Enfin bref, c'est digne d'un film. On a déjà le casting si jamais Netflix est intéressé. Mais voilà, donc ça fait partie. On a une vraie histoire de famille avec ça. Finalement, il y a un truc qui m'intéresse de plus en plus après cette série un petit peu merdique qui s'appelle Les Chemins de l'Olivier turc sur Netflix. Oui. Sur les constellations familiales. Les constellations familiales, mais surtout sur cet héritage transgénérationnel, cette transmission que tu reçois. Pourquoi aujourd'hui je fais des crises de panique au volant, est-ce que c'est... parce que vraiment, j'ai vu, tu vois, la tête de mon grand-père se superposer à la mienne quand j'étais au volant, en faisant le MDR. Là, elle me dit, sois au volant. Et il y a eu cette superposition. Et je me voyais regarder ton truc dans la boîte à gants, remonter la tête et rentrer dans un camion, et donc il y avait ces deux visages qui se superposaient, le sien et le mien, sachant que je ne l'ai pas connu. Donc je me dis, est-ce que c'est des choses qu'on m'a racontées petite, est-ce que c'est un héritage que je reçois parce que je suis née très peu de temps après qu'il soit mort, enfin tu vois, il y a tout un truc. Mais vos histoires semblent un peu liées, sont assez imbriquées. Donc ouais, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais que je te livre aujourd'hui et qui est une chose qui me passionne en ce moment, cet héritage transgénérationnel. Ces histoires. C'est incroyable. Et je sais pas si tu as fait un exercice de constellation familiale. Jamais, je rêve de faire un peu. Alors moi j'ai fait ça il y a quelques mois à Lisbonne et je te conseille. Ah bah c'est presque inexplicable dans le sens où je l'ai fait et c'est une journée entière, c'était quand même assez intense. Et il y a une thérapeute avec un ou une de ses clientes et ensuite les autres gens sont des participants, des acteurs. Et la cliente, donc la personne dont on raconte l'histoire familiale, choisit un moment de sa vie qui a été en général traumatisant et elle fait placer du coup les autres, les acteurs, les personnages autour d'elle ou de lui. En général, la personne est impliquée dedans et la thérapeute aide à guider avec certaines questions et à recréer des situations telles qu'elles ont pu se passer. Mais ce qui est assez ouf, c'est que moi donc, j'étais juste participante, personnage, figurante. J'ai été mise donc, sur la scène, en fait. C'est un peu comme du théâtre, mais t'as pas besoin d'apprendre un rôle. On te place quelque part, on te donne le rôle par exemple de la fille et il se passe des choses, c'est très très difficile à décrire. J'ai eu des sensations, donc là c'était une histoire avec une fille qui perdait sa mère, moi j'avais le rôle de la fille et une tristesse m'a envahie mais tout d'un coup inexplicable. Ah oui, franchement je pense que ça te plairait et que tu aurais des sensations assez intéressantes. Une tristesse m'a envahie tout d'un coup et tu as vraiment des émotions qui surgissent et la personne dont c'est l'histoire regarde le film se rejouer un petit peu devant elle. C'est un petit peu ça le principe. Et en général, ça l'aide à comprendre des choses ou à clore des chapitres. Exactement. Important le chapitre. Exactement. Je te conseille vraiment de le faire. Les constellations familiales, tu peux juste participer en tant que... Moi, je trouvais ça intéressant, le process, et je voulais voir, et j'avais pas un truc sur lequel je voulais travailler, mais si tu as un truc sur lequel tu veux travailler, je pense que c'est aussi... fascinant, en tout cas ce que disaient les gens qui avaient travaillé sur leur propre histoire, c'est que après l'expérience, ils se sentaient complètement lavés du truc et que ça avait vraiment réparé. Il y a une notion vraiment de réparation dans ce process-là. Moi, j'attends que tu le fasses
et puis que tu les guides. Moi, non, je peux pas le faire. Non, que tu te faut formes être, pour les ouais. guider, et après je le ferai avec toi. Mais je te volontiers. donnerai, il y a quelqu'un qui le fait ici, Ok. qui est très forte. C'est toute une formation et tout, c'est assez spécifique. Et en général, c'est des thérapeutes qui font ça. D'accord. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'ailleurs qui est formé Oui, c'est ça, parce aux que questions ça me- de santé mentale, etc. Mhm. Parce que souvent, tu vas revisiter des histoires qui sont assez dark. Mais Ouais. j'imagine que si Ouais. tu y vas, c'est justement Exactement. pour aller voir des choses qui sont Ouais. un peu. Mais c'est très intéressant parce que tu fais cette journée, moi c'était une journée, et ensuite presque tu oublies ce qui s'est passé. J'ai vraiment du mal encore à le décrire. J'ai l'impression d'avoir oublié, mais en même temps d'avoir été très présente pendant toute cette journée-là. Et ensuite les histoires elles s'effacent, alors que c'est des trucs quand même assez importants. Mais les sensations que tu ressens en tant que participant, alors que c'est des gens que tu connais pas, que tu n'as jamais vus, et juste ils te donnent des bribes de leur histoire. Mais c'est très très intense comme expérience. Ouais. Ah oui, j'aimerais bien. Écoute, Ouais. voilà, Je prochaine, t'enverrai merci. les infos. Prochaine chose à tester. Ouais, et la série, j'ai pas vue, mais j'ai envie de la voir. Alors bon, on n'est pas sur Ouais. sur du grand art, mais j'ai trouvé, tu vois, les histoires pareilles, je m'en fichais, mais c'est cette notion de rendre public quelque chose qui est souvent assez caché et privé, et de le rendre assez accessible pour montrer, et là, le personnage principal, la personnage principale est médecin, et donc elle teste ça, et elle se rend compte à quel point tout est lié, tout est imbriqué, et guérir des maladies sans prendre en compte ce qui s'est passé avant, derrière, etc., c'est compliqué. Et j'ai trouvé que, voilà, compte tenu des études qui sont faites aujourd'hui sur les cellules souches, sur les neuros... Ouais, et puis tout ce qu'on se transmet en fait, de exactement. génération en génération. Et Ouais. quand j'ai appris qu'on se traînait de l'ADN d'hommes préhistoriques, je me suis dit, non, alors super. Alors moi j'essaie de faire le job, mais en fait derrière on met, tu vois, on colle des trucs qui datent, je sais pas, des milliers d'années. Donc là en fait je fais le travail pour 150 000. Je ne sais pas. Voilà. Après, ouais, non, c'est tout. Voilà, fin. Non, dernière question. Est-ce que tu as une idée de quelqu'un d'autre que je pourrais interviewer qui pourrait être mon ou ma prochaine, ça peut être un homme aussi bien sûr, invité pour parler de ce sujet des transitions à Lisbonne, donc quelqu'un qui a vécu ou qui habite ici et qui a une histoire, qui pourrait nous partager son histoire. Il y en a à la fois beaucoup, et en même temps, j'arrive pas à mettre le doigt sur une. Mais peut-être. Je dirais Pauline, l'autre, Pauline Beauvais, qui, à mon avis, a des chouettes choses à raconter. Elle a eu son resto, elle a écrit des livres, elle est arrivée ici un peu par hasard. Je pense qu'elle serait une bonne cliente. Ok, Voilà. Pauline, Et puis elle est tu nous chouette. écoutes, ouais. Elle aime bien. Ok, trop bien, je lui demande.